Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'une journée vraiment sous haute tension en France, le 18 septembre 2025. Oui. Les documents qu'on a là sous les yeux décrivent un pays traversé par des manifestations massives, un silence présidentiel assez notable. C'est le moins qu'on puisse dire. Et un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, propulsé vraiment en première ligne face à la colère sociale. Exactement. Notre mission aujourd'hui, extraire l'essentiel, voilà, pour essayer de comprendre cette crise, la stratégie de l'Élysée et l'influence grandissante de la rue. C'est une journée qui cristallise beaucoup de choses, effectivement. Elle s'inscrit dans une instabilité politique qui est devenue quasi permanente, depuis l'échec de la dissolution parlementaire en 2024. Oui, on s'en souvient. On se souvient, oui, des chutes rapides des gouvernements Barnier, puis Bayrou. Et c'est le projet de budget de ce dernier, d'ailleurs qualifié dans nos sources d'injuste et punitif, qui a vraiment été l'étincelle, dans un climat déjà très, très inflammable. Et les chiffres de confiance qu'on voit mentionnés ils sont très bas. 17% pour Emmanuel Macron, selon Elab. C'est un niveau plancher. Comment on interprète ça, cette défiance massive à ce moment-là? C'est juste de l'impopularité ou il y a autre chose? Je crois que c'est plus, oui. C'est plus qu'une simple impopularité passagère. Les analyses suggèrent vraiment une rupture de confiance durable avec l'exécutif. D'accord. Et Sébastien Lecornu, à peine nommé, il peine lui aussi à convaincre. Il démarre avec seulement 34% de confiance d'après Tolunaris. C'est faible pour commencer. C'est un capital politique extrêmement faible pour lancer un mandat. Surtout dans un tel contexte de confrontation. Et face à ça, l'Élysée qui opte pour le profil bas présidentiel. L'idée, si je comprends bien, c'est d'éviter que la colère, qui est très personnalisée contre le président, ne s'embrase encore plus. C'est ça. Mais en plaçant Lecornu comme ça, en bouclier, est-ce que c'est pas hyper risqué pour lui, en fait ? Pour le nouveau Premier ministre ? Si, c'est tout le paradoxe de sa position. Il est présenté comme un loyaliste, un homme d'action, censé, en quelque sorte, absorber le mécontentement et incarner un semblant de renouveau. Mais ce bouclier, il semble déjà très très exposé. Il doit défendre un budget d'austérité qu'il n'a pas conçu lui-même. Oui. Il est pris en étau entre, d'un côté, la pression des marchés financiers. On parle de l'agence Fitch, qui menace d'abaisser la note de la France. Ce qui coûterait plus cher pour emprunter. Exactement, ça renchérirait le coût de la dette. Et de l'autre côté, la pression immense de la rue. C'est compliqué. Et les quelques gestes d'apaisement, comme la suppression annoncée de certains avantages pour les anciens premiers ministres, ça prend pas du tout apparemment. Ah non, absolument pas. C'est perçu comme dérisoire. Sophie Binet de la CGT, elle utilise même le terme « peanuts ». Peanuts, oui. Voilà, quelques millions économisés face aux milliards d'efforts demandés sur les services publics, les prestations sociales. L'écart est jugé beaucoup trop grand pour être crédible. Alors, venons-en justement à ce 18 septembre. Ce qui frappe, c'est l'unité syndicale. On a 8 grandes organisations ensemble, et puis l'ampleur des cortèges. Les syndicats avancent le chiffre de 800 000 manifestants. Oui, 800 000 sur 250 sites. C'est une démonstration de force indéniable. Clairement. Avec un impact tangible sur le fonctionnement du pays, les transports, les écoles, les services de santé perturbés. Et le catalyseur, donc, c'est bien ce fameux budget Bayrou, décrit comme un musée des horreurs par ses détracteurs. C'est ça. Les mesures qui fâchent le plus, d'après les notes qu'on a, c'est le gel du point d'indice des fonctionnaires, la désindexation des retraites par rapport à l'inflation. Oula. Le doublement des franchises médicales, vous savez, cette somme qui reste à la charge du patient sur les médicaments, les consultations. Oui. Et puis des coupes claires dans les budgets des services publics. Donc oui, ça touche beaucoup de monde. Des mesures qui touchent directement au portefeuille et à l'accès aux services essentiels, en fait. Et face à cette vague de contestation, quelle a été la posture du gouvernement ? Face à l'ampleur du mouvement, la réponse semble s'être focalisée sur la dimension sécuritaire. Ah oui. Oui, les instructions rapportées étaient claires, aller au contact, débloquer, avec même l'appui de drones pour la surveillance. C'est une tentative, selon certaines analyses, de déplacer le débat. D'accord. Du terrain politique et social vers celui de l'ordre public. Il y a d'ailleurs eu des affrontements signalés. Mais le résultat, au final, c'est que la colère, elle ne s'est pas évaporée. Elle s'est peut-être même renforcée. Il faut focaliser sur le Premier ministre, non ? On arrive à une impasse. On est dans une impasse politique manifeste. Oui, Lecornu est fragilisé dès ses débuts. Le risque économique lié à Fitch, il est réel. L'inquiétude monte aussi chez les entreprises face à l'incertitude. Mais
Le phénomène le plus intéressant, je trouve, que soulignent les analyses, c'est l'affirmation de ce qu'ils appellent le budget de la rue. Le budget de la rue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? C'est l'idée que, dans le contexte actuel de fragmentation parlementaire suite à la dissolution et de défiance record envers l'exécutif, eh bien la mobilisation populaire dépasse le stade de la simple protestation. D'accord. Elle acquiert une capacité directe à influencer, voire à dicter, les choix budgétaires majeurs. La légitimité d'un budget, en fait, elle se jouerait plus seulement dans l'hémicycle. Mais aussi dehors. Mais aussi, et peut-être surtout, dans la rue. Alors, c'est pas totalement neuf comme phénomène, mais la conjoncture actuelle lui donne une force inédite. Donc si on résume, ce 18 septembre 2025, ça apparaît moins comme un point final que comme l'acte I d'une période d'instabilité politique et sociale profonde. C'est ça. La stratégie du retrait présidentiel montre ses limites. Le Premier ministre est sur un siège éjectable. Et la rue, elle s'est imposée comme un acteur incontournable des décisions budgétaires. C'est une lecture très juste de la situation décrite dans nos sources, oui. Un nouveau chapitre du rapport de force qui s'ouvre, clairement. Ce qui nous amène à une dernière interrogation, pour ouvrir la réflexion. Si les canaux institutionnels traditionnels, Élysée, Matignon, Parlement, semblent peiner à arbitrer entre, d'un côté, la nécessité perçue de discipline budgétaire et de l'autre, l'exigence massive de justice sociale qui s'exprime si fortement hors de ces murs, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Est-ce qu'on pourrait assister à une réconfiguration durable de la façon dont on prend les décisions politiques en France? Voilà, une pensée à explorer. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Don't forget to like, comment, and subscribe.